Moi, je me nomme Maître Abdraman Diallo, avocat à la cour. Et à ma gauche, mon aîné confrère et en même temps mon esclave, Alifa Habib Koni. Alors, vous savez que l'année 2020 n'a pas été facile. C'est même une date qui est ancrée dans l'histoire du Mali. Alors, nous avons constaté au cours de la dite année une lutte héroïque du peuple malien avec à la roulette les M5 RFP qui demandaient simplement un changement, en tout cas par rapport aux actions du régime précédent. Et cette lutte a finalement, en tout cas, le régime a succombé à la suite d'un coup d'État dont les auteurs disaient il y a un passé récent qu'ils ont parachevé la lutte du peuple, c'est-à-dire du M5 RFP. Alors, après ce coup d'État, il fallait mettre des organes en place pour bien évidemment que le pays fonctionne. C'est dans ce cadre-là qu'un président de la transition a été désigné. Par la suite, il y a eu une charte de la transition qui a vu le jour, et cette charte de la transition, en son chapitre 3, a prévu la création d'un Conseil national de transition qui devait faire office d'un parlement, en tout cas au moins pendant la période de la transition. Et l'article 13 de cette charte de la transition a bien évidemment prévu, en tout cas, la composition et la répartition des sièges des membres de la transition, qui devait normalement, en tout cas, selon cet article-là, être composé de 121 membres, répartis entre différentes composantes, notamment les forces de sécurité, les M5 RFP, les faiseurs de la presse, la société civile, j'en passe. Et l'alinéa dernier de cet article 13 annonce qu'un acte devait ultérieurement être pris pour préciser la clé de répartition entre les composantes. Et dans la même foulée, cet acte-là a été pris. Et c'est le décret numéro 2020-143 PTRM du 9 novembre 2020. Alors, c'est ce décret-là qui a été promulgué et qui précisait de façon on ne peut plus claire la clé de répartition entre les membres, la clé de répartition des membres du CNT. Et
l'article 1er de ce décret-là a bien évidemment énuméré les composantes, en tout cas le nombre de quotas attribués à chaque composante. Et les M5 RFP, en tout cas il est dit dans l'article 1er, avaient droit à 8 places, 8 représentants au sein du CNT. Les faiseurs de la presse, 4. Les forces de sécurité, 22. Je ne vais pas revenir sur l'intégralité de l'article, mais en tout cas, chaque composante avait un quota qui lui a été attribué par l'article 1er du décret 143. Alors, à la même date, c'est-à-dire le 9 novembre 2020, un second décret a été pris. Et ce second décret-là fixait les modalités de désignation des membres du CNT. Et dans les 10 décrets, il est clairement dit que ce sont les composantes, notamment les composantes que je viens de citer, les M5 RFP, les forces de sécurité, les faiseurs de presse, les groupements de femmes, groupements de jeunes, qui devaient choisir eux-mêmes les personnes qui seront chargées de les représenter au sein du CNT. Et l'article 3 de ce décret-là précise bien que chaque composante doit envoyer ou déposer des dossiers de candidature au double. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du M5 RFP, ils avaient 8 places. Donc, ils devaient envoyer un dossier de 16 personnes. Et c'est parmi ces 16-là, obligatoirement parmi ces 16-là, que le président de la transition devait choisir. Donc, il n'a pas le choix, il n'a pas le droit de choisir une autre personne que ces personnes-là choisies par la composante elle-même. Donc, c'était ça l'esprit du décret. Donc, à notre grande surprise, le décret final, ou si vous voulez, le décret 2020-239 du 3 décembre a fixé la liste nominative des membres du Conseil national de la transition. Et ce qui est à déplorer, c'est que les autorités chargées de recevoir simplement les listes envoyées par les composantes s'est permis de tripatouiller en ne choisissant pas les candidatures proposées par les composantes, en choisissant eux-mêmes des personnes, souvent d'autres qui n'ont même pas déposé de dossier de candidature. J'ai entendu dire des preneurs sans demandeur, c'est-à-dire des gens qui ont été choisis alors qu'ils n'avaient rien demandé. Et cela constitue une violation des textes que je viens tout de suite de toucher. Et par conséquent, le décret fixant la nomination des membres du Conseil de l'ordre viole les premiers décrets, notamment les décrets 142 et 143, portant respectivement modalité de désignation et répartition des clés des membres de la transition. Puisque tout simplement, il y a une modalité de désignation qui a été préalablement fixée, qui était que c'est les composantes eux-mêmes qui choisissent leurs candidats, ce qui n'a pas été
respectée. Mon confrère Alifa va tout de suite vous expliquer réellement ce qui s'est passé. Moi, je ne toucherai pas ces questions-là, mais il va vous les développer. Et également, en dehors de ces modalités de désignation qui n'ont pas été respectées, la clé de répartition même n'a pas été respectée. Et vous, les fêtiers de la presse, vous êtes mieux placés pour savoir, puisque au départ, on vous avait attribué 4. Et vous finissez sur ces 2 que vous avez eu. Alors, sans monopoliser la parole, je m'arrête là et passer la parole à mon confrère Alifa pour qu'il développe davantage ce qui a été réellement violé, ce qui est réellement contraire à la loi et ce qui est réellement une irrégularité qui a été commise par les autorités de la transition. C'est vrai que nous traversons une période difficile, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit piétiner la loi. Donc, sans tarder, je passe la parole à Maître Alifa Abim-Kone pour son développement. Merci. Merci à mon excellent confrère, mon petit Flaquet, que j'appelle affectueusement le Bobo Teint Clair. Et merci à vous de la presse d'être venu prêter une oreille attentive. Merci au M5 et RFP pour être resté encore debout depuis bientôt 1 an, ce n'est pas évident. Et merci tout simplement au peuple malien tout court de continuer à tenir. J'ai toujours dit qu'en fait, sans risque de me tromper, le Mali est une terre bénie. Une terre bénie parce que sans cela, je ne vois pas comment le pays serait encore debout. Le pays est debout et cela est surprenant quand vous prenez la multitude de violations de la légalité, notamment de la Constitution. Et dans ce processus, nous n'avons pas voulu communiquer par anticipation. Sinon, ceux qui sont dans les secrets des dieux savent que depuis le 27 janvier, la section administrative de la Cour suprême est saisie de cette requête tendant à l'annulation du décret de nomination des membres du CNT. Nous faisons encore confiance à l'autre justice, d'autant qu'elle vient de le prouver il n'y a pas très longtemps. Et nous nous disons, ces décrets de nomination des membres du CNT pourraient faire l'objet d'annulation pour au minimum, je dis bien au minimum 10 raisons. Pour une des rares fois, nous avons constaté au Mali un texte dont la spécificité principale est l'illégalité. Vous prenez ces décrets, il y a plus d'irrégularité là-dedans que de régularité. Au point où vous vous demandez si en fait des experts ont été associés à l'élaboration de ces documents. Et pourtant, on nous a dit que ces documents seraient l'œuvre d'experts. Bon, mettons experts entre guillemets peut-être. Moi, je n'ai pas été surpris parce que bien avant la prise de ces décrets, j'ai vu effectivement des experts défiler sur les plateaux télé et qui tendaient par anticipation à nous vendre la notion d'acte de gouvernement. Mais allons-y à l'université. Quand on parle d'acte de gouvernement, l'acte de gouvernement n'est pas né au Mali. L'acte de gouvernement, heureusement, découle d'une pratique bien établie
d'une pratique administrative. Et au jour d'aujourd'hui, la notion d'acte de gouvernement est complètement cernée. Et vous prenez ces décrets prétendument acte de gouvernement, il n'en est absolument rien. Mon confrère vous a effectivement déjà présenté les faits et la chronologie. Rien que deux choses peuvent permettre facilement d'arriver à l'annulation de ces décrets et nous ne doutons à aucun moment que ces décrets seront annulés pour les biens, non seulement pour les biens du peuple malien, mais simplement pour la justice, l'honneur de la justice malienne et l'honneur même du droit malien. Deux choses importantes, mais différentes, mais qui concourent toutes les deux vers l'annulation pure et simple de ces décrets. Dans la pratique administrative, on parle du principe de légalité. Quand on parle bien entendu d'une république, si c'est une royauté, je ne me présenterai même pas devant vous aujourd'hui. Mais si je me trompe, vous pouvez me rectifier. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que nous sommes dans une république. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que la constitution malienne du 25 février 1992 est toujours en vigueur. Jusqu'à ce que je ne sois contredit, la charte de la transition qui compléterait la constitution est toujours en vigueur. Et donc, ça voudrait dire que les principes de légalité s'imposent à la République du Mali. Et sur le plan juridique, que veut dire les principes de légalité? Pas légalité L apostrophe, mais légalité en un mot. Les principes de légalité veut dire que tout le monde est soumis à la loi. Et quand on dit tout le monde, c'est non seulement les administrés, les citoyens qui sont vous et moi, mais surtout et principalement l'État. Ça veut dire que tous les actes que l'État pose doivent s'inscrire dans le cadre de la loi avec grand L. Et quand on parle de loi, c'est non seulement la Constitution, les lois votées à l'Assemblée nationale, mais également tout le corpus juridique qui existe au jour J. Et dans notre cas, ces décrets-là violent non seulement les principes de la hiérarchie des normes, qui voudraient qu'un texte ne viole pas un autre texte qui lui est supérieur. Et ces décrets violent non seulement la Constitution et tous les autres textes qui lui sont supérieurs, mais en plus, dans les principes de légalité, une autorité qui prend une décision ne doit pas violer une décision antérieure qu'elle-même a déjà prise. Oublions même la Constitution et tout le reste qui est supérieur à ces décrets. Prenons maintenant les actes de l'autorité même qui a pris les décrets. En l'occurrence, naturellement, le président de la transition. C'est la même autorité qui a signé la charte de la transition. Et qui dit la charte de la transition? Que le CNT sera composé de certaines composantes qui sont citées, dont les M5 RFP. Ensuite, les décrets 142 et 143 sont pris pour dire, on précise maintenant le quota des composantes. Parce que le second décret répète en fait le contenu de la charte de la transition en disant, voilà, c'est telle et telle et telle composante qui peuvent siéger au CNT. Et le dernier décret fixe maintenant les quotas en disant, pour les L5 RFP, par exemple, c'est 8 places. Mais ce qui est surprenant, le dernier décret, qui est le 4e, qui pourrait être appelé en fait un décret d'application des 3 premiers, par surprise, viole les 3 que la même autorité avait déjà signés. Comme si au moment de signer les 3 premiers, l'autorité les a signés et après avoir signé, cette autorité s'est endormie et s'est réveillée un beau matin en oubliant ce qu'il avait déjà fait la veille. C'est ce qui n'est pas permis dans une république. Dans des mots simples, voilà principalement ce qui est reproché au décret.
au-delà de l'aspect juridique, prenez simplement l'aspect moral. Même sur les plans de la morale, ces décrets pêchent. Vous promettez à vos enfants aujourd'hui que demain vous allez leur donner 2 miches de pain et le lendemain vous dites non, j'avais oublié, je ne vous donne plus rien. Pour simplifier, c'est ça. Et c'est ce que la loi n'admet pas. Maintenant, si on rentre un peu dans les détails techniques, pour répondre un peu aux experts qui tentent de nous justifier l'existence de ces décrets, la démarche c'était quoi? En droit administratif, c'est ce qu'on appelle les principes de la nomination-désignation. En fait, l'autorité qui doit désigner, qui doit nommer, en réalité ne désigne pas. Et donc, c'est un pouvoir encadré. C'est comme si vous voulez traverser le fleuve, il n'y a qu'un pont, vous ne pouvez passer que sur le pont. Vous ne pouvez pas décider de passer en dehors du pont. Et donc, en droit administratif, c'est exactement ça, le principe de la nomination-désignation. Et dans notre cas précis, de quoi s'agit-il? Les décrets pris par le président de la transition ont dit chaque composant a droit à un nombre. Si vous êtes à 8 places, c'est vous qui vous asseyez et qui envoyez une liste. Et dans ce cas précis, on a dit chaque composante envoie le double de nom du quota dont il dispose. Et donc, ça veut dire quoi? Que l'autorité de nomination est obligée, je précise bien le mot, est obligée de désigner, disons, de nommer à l'intérieur de la liste qui lui a été proposée. Dès que les personnes finalement nommées ne sont pas parmi les personnes désignées, automatiquement le décret est nul et de nul effet. Tout simple. Deuxième des choses, les décrets a violé les principes de l'égalité entre les citoyens. Là, ce n'est plus l'égalité en un seul mot, maintenant c'est L', égalité. C'est ça le principe de l'égalité entre les citoyens. Où est-ce que je souhaite en venir? C'est que dans une république, nul citoyen n'a plus de droits que l'autre. Et le décret a précisé une démarche en disant, si vous voulez être membre du CNT, non seulement ce sont des conditions cumulatives et voilà, vous devez être désigné par votre composante, mais en plus, il faut déposer un dossier qui sera examiné. Et nous avons énormément de preuves pour dire qu'aucun dossier n'a jamais été déposé, a fortiori être dépouillé et examiné. Nous en voulons pour preuve l'aveu d'un membre du CNT, qui est même vice-président, qui a déclaré publiquement que lui n'a jamais déposé un quelconque dossier parce qu'il n'était même pas preneur. Au début, nous n'y avons pas cru, mais nous avons eu la confirmation lorsque nous avons pris les décrets de nomination, parce qu'en réalité, lui, il a 2 prénoms. Et nous pensons que son deuxième prénom serait peut-être le nom de son père. Mais si vous remarquez, prenez les décrets de nomination des membres du CNT, c'est son deuxième prénom, c'est pas son deuxième prénom qu'il est désigné. Ça veut dire quoi? Qu'il y a même une erreur sur son identité. Et ça nous prouve qu'en fait, il n'a jamais déposé de dossier. S'il avait effectivement déposé un dossier, un acte de naissance, on n'aurait pas commis d'erreur sur son identité. Donc non seulement lui-même l'a dit et proclamé, mais les faits prouvent effectivement qu'il n'a jamais déposé de dossier. Qu'est-ce qui nous prouve que le choix n'a pas été fait parmi les personnes désignées? L'URD a dit sur tous les toits que ces membres qui seraient finalement nommés n'ont jamais été désignés par lui. ADP Maliba a dit la même chose.
et plein d'autres personnes. Maintenant, en plus, vous prenez un membre du RPM, lui aussi a dit qu'il est là-dedans à titre personnel, alors que les textes n'ont jamais permis que quelqu'un soit là-dedans à titre personnel. Et la dernière des choses, c'est qu'un membre du M5 RFP qui avait été désigné à démissionner, et quelques jours après, il a été remplacé par quelqu'un d'autre qui, à moins que vous ne le démentiez, n'a jamais été membre du M5 RFP. Et donc, si vous mettez tout ça bout à bout, les avocats ont saisi la section administrative de la Cour suprême pour dire les décrets ne doivent même pas simplement faire l'objet d'annulation. En fait, il est inexistant. Et en matière de droit, que veut dire l'inexistence? L'inexistence d'un acte administratif voudrait dire que la justice doit considérer que cet acte n'a jamais existé, tellement il est cousu d'irrégularité. Donc, voilà résumé en termes simples notre démarche. Toutes les écritures ont déjà été déposées, et de notre côté et du côté du gouvernement, et jusqu'à preuve du contraire, nous ne voyons aucun argument que le gouvernement ait produit pour que ces décrets-là puissent rester dans l'architecture juridique malienne. Maintenant, quelle est la bouée de sauvetage auquel on tentait de s'approcher? On a tenté de nous sortir deux arguments de droit, bien sûr du droit administratif, mais les spécialistes sauront ce que ça vaut. On nous sort dans un premier temps les principes, disons, on est allé recourir à la période exceptionnelle. Mais nous avons hérité du droit administratif français. Et la pratique a eu à établir et à vraiment définir la notion de période exceptionnelle. Et toute période de crise en droit ne peut pas être assimilée à une période exceptionnelle. C'est ce que les experts ont peut-être dû oublier. Je commence par la notion d'acte de gouvernement avant d'en venir à la notion de période exceptionnelle. En droit, on voudrait que l'acte de gouvernement soit un acte qui est insusceptible de recours devant la justice parce que la pratique administrative l'a prévu. Et c'est par exemple quoi? L'exemple le plus patent, c'est lorsque les députés sont élus, l'acte de nomination que le président de la République prend pour les désigner. Ou le président de la République, lorsqu'il décide de dissoudre le gouvernement, ou lorsqu'il décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Ces actes-là sont insusceptibles de tout recours. Et donc, on voudrait nous faire croire que les